L'Algérie, pays en constante évolution économique, se lance dans une ambitieuse réforme bancaire et financière sous l'impulsion du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Cette démarche annoncée lors de la dernière réunion du Conseil des ministres vise à remodeler le paysage financier en profondeur, mettant en avant des initiatives clés telles que l'ouverture du capital du Crédit populaire algérien CPA et de la Banque du développement local BDL. Des experts financiers et des professionnels du secteur ont unanimement souligné l'importance cruciale de cette réforme, positionnant l'année 2024 comme le point de départ d'une transformation majeure. Cet effort se concentre sur la transparence, la modernisation de la gestion bancaire et la création d'un climat compétitif favorable à une inclusion financière accrue. Dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, nous examinerons les tenants et aboutissants de la réforme bancaire en Algérie, mettant en lumière les objectifs, les méthodes et l'impact attendu sur l'économie nationale. La réforme bancaire et financière en Algérie, c'est maintenant, c'est ici, c'est Le Point VIP. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Point VIP, une émission 100% digitale proposée par votre quotidien El Watan. Ce week-end, nous abordons un sujet de grande actualité, le système ou la réforme du système financier et monétaire en Algérie, réforme et perspective. Pour traiter cette thématique et pour nous éclairer, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous M. Mourad Goumeri, docteur d'État en sciences économiques. M. Goumeri, bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Goumeri, première question, quel est aujourd'hui l'état des lieux que nous pouvons faire de l'atmosphère financière et bancaire en Algérie ? Alors pour cela, il faut peut-être revenir un peu en arrière, comme d'habitude, pour voir les étapes. Pour pouvoir situer un peu les choses. Les étapes franchies par notre pays depuis l'indépendance. 1963, création du dinar algérien par une loi. Je crois que c'était Ben Bella qui l'avait signé. Et définition donc du dinar à 180 mg d'or fin et entrée, bien entendu, au Fonds monétaire international, adhésion et à la Banque mondiale. Par la suite, des banques qui existaient avant l'indépendance n'ont pas été nationalisées par rapport aux autres industries, enfin les terres agricoles, etc. Mais ils ont été rachetés, on a racheté leurs actifs. Et on a créé essentiellement 3 banques. La BNA qui, normalement, et c'est même dans ses sigles, s'occupait, financer l'agriculture, la BE à l'extérieur et les hydrocarbures, et le CPA, le Crédit populaire d'Algérie, qui devait financer la petite et moyenne entreprise. Cette configuration va donner lieu en 1970-71 à une réforme dite de planification financière. Donc c'est la première réforme. C'est la première réforme. C'est vraiment de l'Algérie indépendante. De l'Algérie indépendante, pour qu'il y ait une cohérence entre le système de planification centralisé et bureaucratique qui a été mis en place à travers les différents plans de développement, le triennal 76-69, les 2 plans quadriennaux 70-74, 74-77 et les quinquennaux qui vont suivre. Donc il fallait qu'il y ait une cohérence entre ce système de planification et le système monétaire et financier. Et avec, bien entendu, dans le système monétaire et financier, il faut toujours commencer par voir le rôle de la Banque centrale d'Algérie, qui est devenue Banque d'Algérie. Donc voilà un peu les différentes étapes à cette époque, puisque idéologiquement, nous développons un système dit socialiste. Et ce système, donc, nécessitait que la planification financière rentre dans le système de planification développé par l'ex-secrétaire d'État au plan et ensuite ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire jusque tard dans les années 81-82. À partir de
ces années-là, l'Algérie va opter pour un autre système beaucoup plus en relation avec l'évolution mondiale, c'est-à-dire la globalisation, le capitalisme, etc. Et donc, il a fallu mettre en œuvre des réformes économiques, c'est les réformes de 88, 89. Et c'était les plus importantes, je pense. C'était les plus importantes, puisqu'on changeait complètement de système. Effectivement. Hein, il faut s'imaginer de passer d'un système planification centrale et bureaucratique à un système beaucoup plus libéral. Ce n'était pas du tout évident. D'ailleurs, les réformes économiques, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, elles ont pâti de ce changement de système, puisque les mentalités n'étaient pas prêtes à cela. Donc, à partir de 88, 89, les 5 grandes lois sur ce qu'on appelait l'autonomie des entreprises, vint la loi fondamentale qui va asseoir le nouveau système monétaire et financier, c'est-à-dire la 90-10 relative à la monnaie et au crédit, qui, à mon avis, est la réforme la plus importante pour le système. Aujourd'hui, alors, cette loi 90-10, qui a quand même 30 ans maintenant, a posé le problème de l'autonomie de la Banque centrale par rapport au ministère des Finances. Vous savez, on dit souvent qu'une démocratie, c'est 3 pouvoirs distincts. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais on oublie le pouvoir monétaire, souvent. Or, le pouvoir monétaire existe. Alors, il y a plusieurs schémas dans le monde. Pour représenter ce pouvoir monétaire. Des plus libéraux, comme la Banque d'Angleterre, qui est une Banque centrale d'Angleterre, qui est pratiquement une banque privée, la Federal Reserve Board américaine, et la française, qui a un statut plus ou moins mitigé entre les deux. Et en Algérie, on avait donc concocté une place de la Banque centrale qui se distinguait du ministère des Finances. Donc, pour ne pas qu'il y ait une relation directe, une tutelle du ministère des Finances sur la Banque centrale. Avec 4 éléments fondamentaux dans cette loi qui fait 300 articles, plus des tas de décrets d'application. On va pas vraiment s'attarder sur cette loi. Oui. On va plus parler en fait des lacunes qui ont fait aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle loi qui a été instaurée il y a quelques mois. Une nouvelle loi, peut-être pas une nouvelle loi, mais des amendements, des correctifs, etc. Et on a mis en place des articles qui dataient de 90. Récemment, par exemple, les bureaux de change, qui dataient de 90, donc 30 ans après. Oui. On peut en parler, si vous voulez, tout à l'heure. Oui. Donc cette loi 90-10, relative à la monnaie et au crédit, donnait une indépendance vis-à-vis du gouverneur de la Banque d'Algérie et du Conseil national de la monnaie et du crédit, avec un mandat, et il est inamovible pendant les 5 ans de son mandat. Ce n'est plus un décret où on vous enlève du jour au lendemain, etc. C'est un mandat. Donc ça assoit l'autorité du gouverneur et de son conseil. C'est donc peut-être plus de stabilité aussi. C'est plus d'autonomie. C'est plus d'autonomie. Le ministère des Finances représente le pouvoir exécutif. Et donc, si demain vous avez un pouvoir exécutif, c'est-à-dire un parti politique qui va dépenser autant qu'il souhaite, et si la Banque centrale, avec l'Institut d'émission, bien entendu, est sous sa tutelle, on ne peut rien faire. Effectivement. Donc il fallait créer, pas une indépendance, mais une certaine autonomie pour que l'on puisse gérer les problèmes monétaires et financiers, non pas uniquement politiquement, mais aussi économiquement. Le deuxième article fondamental dans cette loi, c'est la relation entre le Trésor public et la Banque centrale. Le Trésor public, la Banque centrale plutôt, fait des avances au Trésor public quand il le demande, et souvent il le demande. Donc on parle d'avance, ça veut dire que quand vous donnez une avance, il faut un jour penser à la rembourser. Bien sûr. Ce n'est pas des fonds perdus. C'est une sorte de dette en fait. Voilà, c'est une dette. Et donc il y a un article qui dit que la Banque centrale
fait des avances au Trésor public jusqu'à concurrence des recettes du budget de l'État l'année antérieure. Très bien. Donc c'est un plafonnement en matière de d'émission. Durée. D'émission et de durée. De monnaie dans le cycle économique. La troisième le troisième article qui est dans cette loi et qui me paraît important, c'est l'organisation du système bancaire lui-même, c'est-à-dire les banques commerciales, ce qu'on appelle les banques commerciales, et leur refinancement, le financement de ces banques comme ça, et surtout leur refinancement au niveau de la Banque d'Algérie. Donc ça, c'est assez technique, mais ça a mis quand même, ça a jeté les bases d'une réforme qui nous mettait de plein pied dans l'économie de marché, entre guillemets. Justement, toujours dans ce sens, vous venez justement de parler de la Banque centrale. Justement, quel est son rôle aujourd'hui en tant que banque centrale et aussi le rôle du ministère des Finances dans toute cette réforme qui se répète, toute cette actualisation de loi? Alors, elle a évolué, mais à mon avis négativement, parce que la loi 90-10 donnait une autonomie à la Banque centrale. Mais les différents amendements qui vont venir par la suite vont lui enlever de plus en plus de cette autonomie. Notamment après le crash financier qu'il y a eu avec la banque Khalifa, enfin ce qu'on appelle la banque Khalifa de l'époque, et puis d'autres banques privées nationales qui se sont développées, qui ont disparu complètement, etc. Donc le ministère des Finances a fait en sorte de récupérer les pouvoirs de la Banque centrale, et pratiquement, au fur et à mesure que les lois des amendements étaient soumises et adoptées, la Banque centrale, sa marge de manœuvre rétrécissait. Or, la Banque centrale a une responsabilité énorme. On appelle ça la clé de voûte. Donc, c'est une responsabilité énorme vis-à-vis des banques commerciales. C'est elle qui les contrôle. Il y a une commission bancaire qui va contrôler les comptes. En fait, qu'est-ce qu'elle contrôle? La manière dont les banques commerciales octroient des crédits. Une banque, elle a trois fonctions, elle n'en a pas 1000. Octroi de crédit, mobilisation de l'épargne, conseil. C'est ça une banque. C'est pour ça qu'on appelle l'intermédiation financière. Vous allez auprès d'une banque, vous êtes une entreprise, vous leur demandez un crédit, elles font une analyse de risque que vous représentez, et puis elles vous donnent ce crédit ou pas en fonction du contenu de votre entreprise. Justement, notre prochaine question, c'est par rapport à l'intermédiation financière. Alors, deuxième métier, c'est la mobilisation de l'épargne. Les banques, normalement, son travail, c'est de mobiliser l'épargne, c'est-à-dire de mettre en place des produits financiers qu'elle émet dans l'économie pour pouvoir récupérer des ressources qu'elle va ensuite prêter. La banque n'a pas vocation à garder ses ressources. Elle mobilise et elle prête. Et elle donne des conseils. Bon, un banquier, normalement, vous dit attention, il ne faut pas aller vers ce secteur, il est saturé. Il ne faut pas faire ceci parce qu'il y a tel et tel, etc., etc. Donc, elle accumule un certain nombre d'expériences. Et quand sa clientèle vient, je parle surtout des entreprises, bien entendu, elle les conseille. Fait-on réellement du conseil aujourd'hui? Non, malheureusement. Malheureusement, la fonction de conseiller n'est pas très clairement définie et la manière surtout dont les crédits sont distribués ne répond pas à des caractères objectifs, connus et reconnus. L'analyse du risque, c'est des logiciels qui tournent, que tout le monde met en place. Et quand un bonhomme vient avec son étude de projet, on les fait passer dans ce système et on obtient le niveau de risque. Et à partir de là, on met en place une ligne de crédit avec des garanties s'il faut. Plus le risque est haut, plus la banque demande des garanties. C'est certainement. Et l'inverse est vrai. Vous pouvez ne pas avoir du tout de garantie parce que votre projet est viable par lui-même. Il y a aussi les différentes caisses de garantie. Alors, les caisses de garantie ajoutent
plus de souplesse dans la prise de décision. Pas de souplesse, elle ajoute plus de, si vous voulez, de, comment dirais-je, elle permet à la banque de se couvrir. Effectivement, comme par exemple la CGCI. La SGCI, et d'autres. Elle est là justement pour garantir les banques. Voilà, moi j'étais président de la SGCI, je l'ai créé, la Société de garantie de crédit immobilier. Et donc je surveillais la manière dont les banques donnaient des crédits. Je voyais si les critères qui ont été retenus sont objectifs ou pas. Et là, les banquiers, et en même temps, ça soulage les banquiers parce que les banquiers aussi, elles ne veulent pas prendre le risque entier. Donc, elles le refilent à la compagnie d'assurance. Oui. La compagnie d'assurance, avant d'accepter, elle va vérifier si ce projet est viable. Effectivement. Donc, la viabilité des projets. Oui, c'est un système complet et verrouillé, parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Que ce soit le crédit à l'acquisition, par exemple, je prends le crédit immobilier, ou bien à la promotion, qui est encore beaucoup plus risquée. La promotion, l'acquisition, vous achetez un appartement, on vous oblige à prendre une garantie et on vous fait signer une hypothèque de premier rang. Au cas où vous n'arrivez pas à rembourser et au cas où vous décédez, par exemple. Effectivement. Donc, justement, pour que la banque puisse garantir un retour de son financement. Ça, c'est logique. Si vous êtes banquier, vous inquiétez pas du retour de votre argent. Il faut faire un autre métier. On a parlé du rôle de la Banque d'Algérie, mais on a omis la partie ministère des Finances dans tout ça. Le ministère des Finances représente, si vous voulez, l'exécutif. Donc, il fait de la politique. Un ministre des Finances, même tous les ministres font de la politique. Le problème, c'est que des fois, il y a des dérapages. C'est-à-dire ? Des dérapages, c'est-à-dire que vous allez commencer à distribuer des ressources, à augmenter les salaires, à faire ceci et cela, sans contrepartie réelle. Et donc, il faut bien qu'il y ait une institution qui vous dise, attention, vous avez atteint votre limite et vous ne pouvez pas faire autre chose. Regardez par exemple actuellement les débats sur la loi de finances pour 2024 à l'Assemblée nationale. Vous entendez les députés, la plupart disent, donnez-nous de l'argent. Pour mon village, pour mon douar, pour ma wilaya, etc. Mais personne ne dit d'où va venir cet argent. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la dépense. On ne s'occupe jamais de... Les recettes. De la recette. Quand vous savez, mettez-vous dans un ménage, simple un ménage, vous avez des revenus et vous avez des dépenses. Et donc vous essayez de faire en sorte que... parce que sinon vous allez aller au crédit. Le crédit, qui va vous le donner ou pas, et à partir du moment... Quelle garantie aussi pour rembourser le crédit. Il faut rembourser. Ça, c'est logique. Donc, c'est un peu la même chose, mais au niveau national, au niveau d'un pays. Et donc, il faut qu'il y ait tout le temps une institution qui vous dise, attention, vous ne pouvez pas dépasser un certain niveau. N'oubliez pas que l'Algérie est passée par là. Nous avons été pratiquement en cessation de paiement dans les années 90, et on est passé au plan d'ajustement structurel. Et c'est la FMI et la Banque mondiale qui nous a dicté notre politique. On a cassé plus de 400 000 emplois, des entreprises publiques, notamment celles locales, ont disparu, etc., etc. Donc, pour ne pas arriver à ce niveau d'endettement extérieur ou intérieur, l'endettement extérieur, c'est vis-à-vis des banques internationales, l'endettement intérieur, c'est entre la Banque centrale et le Trésor. On vous dit, attention, il ne faut pas dépasser un certain nombre de dépenses, quoi. De dépenses pour ne pas vous retrouver en cessation de paiement. Très bien. Alors maintenant, par rapport aux solutions, il y a la formation des ressources humaines. C'est fondamental. J'ai eu l'insigne honneur d'être parmi ceux qui ont créé la SBCF, Société bancaire interbancaire de formation. Puis ça a donné l'école de banque, qui a été reprise par la Banque centrale à Bouzaréa, donc elle a un campus important. Et il y a eu des générations de jeunes Algériens qui sont passés par cette institution et qui ensuite ont été pris.
Je dois à cet endroit dire que les banques privées internationales qui se sont installées en Algérie ont profité de cette situation alors qu'ils n'ont pas mis un sou, hein, puisque c'est le secteur public qui a financé la formation. Oui. Quand elles se sont installées, elles ont écrémé, elles ont pris les meilleurs en leur doublant leur salaire. Oui. Voilà. Et malheureusement, le secteur bancaire s'est retrouvé avec une hémorragie de cadres. En matière de cadre, oui. Un banquier, ce n'est pas seulement l'université, c'est aussi la pratique. Effectivement. Un fondé de pouvoir, un chargé de la clientèle, c'est une accumulation qui fait que vous soyez un véritable banquier. Et si les meilleurs de vos ressources humaines sont absorbés par les banques privées internationales, puisque les banques privées nationales n'existaient plus, après l'affaire dont je vous ai parlé, Khalifa, eh bien, vous avez un sérieux problème. Et aujourd'hui, le système bancaire a un sérieux problème en matière de management du fait de cette hémorragie. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de fusionner les 5 banques publiques. Donc, faut-il revenir aux 3 banques? 2 suffisent. 2 banques suffisent. Et quand vous fusionnez... BNA, BEA? On peut les appeler comme on veut. Le titre, vous savez, ce n'est pas très important. L'important, c'est ce qu'elles font. 2 banques publiques, en les fusionnant, on va augmenter leur surface financière et leur représentation régionale. Ce n'est pas du tout évident de construire une agence bancaire. Oui. Avec les normes de sécurité, la place, etc. On fera des mécontents, hein, je vous le dis. Certainement. Ensuite, il faut trouver le chef d'agence, le fondé de pouvoir, le chargé de la clientèle. On parlait des ressources humaines. Donc, ce n'est pas du tout évident. Plus vous avez un morcellement du système bancaire, moins vous êtes représenté. Et à l'inverse, si vous fusionnez, vous allez avoir un réseau d'agences plus important, représentatif, et vous allez concentrer les ressources humaines, puisque, je vous le dis encore une fois, il y a une hémorragie justement de cadres. Il y a une hémorragie de cadres dans le secteur. Plutôt, avant d'arriver aux solutions, j'aimerais en fait parler des bureaux de change. Bon, je ne sais pas. Il y a eu cette histoire de bureaux de change, de création, ou enfin la libération de ces bureaux de change. Il sert à quoi réellement? Ils existent, les bureaux de change. Dans chaque agence bancaire, vous avez un guichet de change. Voilà, un guichet de change. Mais là, on parle de bureaux de change. Oui. Est-ce que les bureaux de change actuels, tels que voulus aujourd'hui, pourront remplacer le marché informel de la devise? Jamais. Ce n'est pas la vocation. Ce n'est pas leur vocation. Un bureau de change, c'est quoi? On oublie qu'il y a une réglementation des changes. Le dinar n'est pas convertible universellement. Il est convertible pour les opérations économiques à travers la mise en place des, comment on appelle ça, j'ai oublié, des domiciliations bancaires. Vous avez des dinars, vous avez un projet d'importation d'une usine, de machines, etc., etc. Vous déposez votre projet à la banque, vous déposez l'argent, la banque, à travers la banque centrale, paye en devise ce matériel. Bon, donc c'est une convertibilité partielle. Oui. La convertibilité pour le simple citoyen, c'est quoi? C'est 15 000 dinars par an et par personne, c'est-à-dire 100 € moins. Oui. Donc, alors, il y a peut-être le Hajj, il y a peut-être les frais scolaires, il y a peut-être les frais médicaux, certains sont pris, etc. Mais c'est tout. Donc, ces bureaux de change ne vont faire que ça. Par contre, il y aura moins de chaînes et moins de pression des banques. C'est tout. Est-ce que c'est réellement utile, étant donné qu'on ne va pas tuer le réseau informel de la devise? Non, mais le réseau informel de la devise, ça pose une autre question. Ce n'est plus le bureau de change, le marché parallèle de la devise, c'est le problème de la réglementation des changes. Aujourd'hui, on vous donne 100 € pour aller à l'étranger. Bon. Impossible, ça suffit en rien. Donc, tout le monde le sait. Donc, vous êtes en train de dire aux citoyens, allez chez le ban de votre quartier. Moi, c'est une épicerie qui fait le change de mon quartier. C'est beaucoup d'épiceries qui font ça. Hein. Voilà. Et je ne vois pas, quand vous arrivez au douanier,
jusqu'à 7 000 euros, vous lui donnez un D'où passage. ramener les 7 000 euros. Il ne vous dit pas. On ne vous le demande pas. Voilà. On ne vous le demande pas. La réglementation ne le permet pas. Donc, mais tout le monde sait que ce n'est pas... C'est pas la banque qui a donné, mais c'est l'informel qui a donné. Les gens sont partis échanger sur le marché parallèle. Donc, si on veut s'attaquer à ce problème, ce n'est pas avec l'instrument des bureaux de change. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je vous rappelle qu'en Tunisie, le citoyen tunisien, quand il sort, il a le droit jusqu'à 3 000 euros. Oui. Nous 100. Le Marocain, c'est 2 500 ou 3 000. Nous 100. Donc, alors on me dit, quand j'ai fait mes calculs, etc., j'ai envoyé un document en disant, bon, si on donnait 1 000 euros, ça serait nettement sûr, oui. 1 000 barques, et qu'on suppose qu'il y ait 20 millions d'Algériens qui sortent. J'ai pris le maximum. Oui. Sur une population de 40, faites le compte avec les enfants, etc. Maximum. Ça vous fait 20 milliards de dollars. L'Algérie n'a pas les moyens de mettre 20 milliards de dollars dans cette affaire. Et là, vous tuez le marché parallèle. Effectivement. Là, vous le tuez. Et au départ, il y aura certainement une pression, parce que les gens vont dire, bon, tiens, j'ai mis le vote, etc. Mais ensuite, ça va s'effondrer. Ça va carrément s'effondrer. Ça va s'effondrer, si tant est qu'on prenne le soin de toujours voir la différence entre le taux de change parallèle et le taux de change officiel. Effectivement. Qui est actuellement je crois qu'actuellement l'euro est à 230 dinars. Effectivement. Au niveau du taux de change, il est à 140, donc vous voyez la différence. Il y a un grand écart. Donc il faut œuvrer pour rapprocher ces taux jusqu'à ce que ce problème se dissolve de lui-même. Très bien. Donc on va parler de dernières questions. Donc la première, c'est la modernisation. On parle du réseau bancaire, on parle des services bancaires, la modernisation de ces deux-là, à travers la digitalisation, donc le numérique. Les différentes applications de FinTech, là aujourd'hui toutes les banques ont des applications. Est-ce que ça pourrait moderniser réellement, ou il y a une véritable réforme de fond qui devrait être faite pour moderniser le secteur? Les deux vont ensemble. D'accord. La monétique, ce qu'on appelle la monétique, c'est l'introduction de moyens de paiement, de produits financiers nouveaux. Vous savez, actuellement, on a deux produits. D'accord. Le DAT et le bon de caisse. Oui. Voilà, qu'on propose pour récupérer l'argent, pour mobiliser les ressources, qui est une fonction fondamentale de la banque. Mais on peut démultiplier les produits financiers. Je vous prends un exemple concret pour que les gens comprennent. Vous êtes médecin, vous sortez de l'université, vous avez vos diplômes. Combien il vous faut pour avoir un cabinet, si vous allez dans le secteur privé? Une fortune. Une fortune. Comment il va faire le bonhomme? Oui. Il n'a pas. Donc, voilà un produit financier à développer en disant, vous êtes médecin, vous amenez votre diplôme, je vous finance un cabinet avec une hypothèque de premier rang, puisque c'est un bien immobilier. Si jamais il y a un problème, vous récupérez le bien. Je peux très bien le récupérer tranquille. Je vous finance l'appareillage médical. Oui. Comment on appelle ça? Le scanner. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses, chacun dans sa spécialité, etc. etc. Si vous pouvez faire ça, si vous faites ça pour le médecin, vous pouvez le faire pour l'architecte, pour l'ingénieur, pour le vétérinaire, etc., etc., etc. Donc voilà des produits qu'il faut mettre sur le marché, comme on avait mis à un moment donné sur le marché le produit du crédit immobilier. Ouais. Il n'existe pas au monde un pays où on achète cash une maison. Ça n'existe pas. Impossible. Ouais. Ça n'existe pas, sauf en Algérie. Donc il y a un problème. Alors que vous pouvez, sur 20 ans ou 25 ans, il y a un calcul des risques qui est fait, et dire à un bonhomme, vous avez tant de niveaux de ressources pour acheter un F1, un F2, un F3, etc., etc., etc. Et vous créez à partir de ce moment-là un véritable marché immobilier. On aborde brièvement la question de la finance islamique. Mais brièvement. Ben écoutez, moi, ce produit me rappelle le scandale, le crack qu'il y a eu en Égypte.
des banques islamiques. Ce sont des milliards qui ont disparu et les pauvres gens qui ont mis leur argent dans cette affaire oui, à l'époque, oui. Voilà. J'espère que toutes les précautions d'usage vont être prises pour ne pas qu'on dérape dans cette... Mais le problème s'est posé lorsque des gens déposaient leur argent en banque. Oui. Et que cet argent faisait naître des intérêts. Et les gens, ils disent, moi, je veux pas. Riba. Effectivement. Bon, il y a la question du riba qui vient tout le temps. J'ai assisté il y a 40 ans, 30 ans, à l'OCI, un séminaire à Istanbul, sur le problème Tariba. Le problème Tariba, c'est où est la frontière. Alors, les écoles pakistanaises, indonésiennes, sont des écoles beaucoup plus ouvertes. Ils disaient non, l'intérêt existe, il faut simplement qu'on fasse la différence entre l'intérêt et l'usure, qui sont deux choses différentes. Bon, je crois qu'en Algérie, il y a aussi beaucoup de gens qui ne souhaitent pas obtenir de l'argent à partir de l'argent. Oui. Hein? Donc, si ce produit intéresse cette catégorie de personnes, il faut le mettre en œuvre. Et il est mis en œuvre. Simplement, au niveau du calcul économique, je ne suis pas sûr que cela pourrait être bénéfique. Moins cher. Ah. Je ne suis pas sûr. Nous avons une banque islamique qui existe, Baraka. La Baraka. Ben, allez voir ces chiffres. Allez voir ces chiffres. Et vous allez vite comprendre que quand on fait ces comptes, ce n'est pas du tout évident qu'on est gagnant par rapport à un crédit classique. Mais enfin, moi je dis la chose suivante, c'est qu'il faut développer un maximum de produits financiers. Pour pouvoir avoir... Et si ce créneau est porteur, on y va. Tant mieux. Dernière question, mais vraiment très rapidement. L'international par rapport aux banques, il y a 2 banques qui sont déjà installées, 2 banques nationales qui sont au public, qui sont installées à l'étranger. Est-ce que c'est un truc waouh, on pourrait se féliciter de ça, ou on est déjà en retard? Je vous dirais, mais on n'est pas en retard, nous avons des banques à l'étranger. Bon, j'ai été effaré quand les gens ont dit c'est la première fois. C'est faux. Nous avions l'UMB, l'Union Méditerranéenne des banques. J'ai fait exprès de poser cette question pour répondre à ces gens qui disent ça. Algéro-française, et je connais parfaitement l'histoire pour avoir fait une inspection, et je sais comment elle a été liquidée, etc. Nous avons la BIA, la Banque intercontinentale arabe, algéro-libyenne. Nous avons à Zurich la fameuse banque du FLN, la BACE, Banque algérienne de commerce extérieur. Donc ce sont des choses qui existent. Mais qui ne sont pas assez connus, peut-être pour que les gens... Oui, mais connus, qu'est-ce que vous voulez bon, s'ils ne veulent pas faire de la publicité... Voilà, donc c'est juste ça. Non, à mon avis, ce qu'il faut regarder, c'est l'équation suivante. Est-ce que c'est la banque qui fait l'activité ou l'activité qui fait la banque? Oui. J'ai l'impression que ceux qui ont mis en place cette affaire n'ont pas bien réfléchi. Vous allez au Sénégal ou en Mauritanie, si vous avez un volume d'affaires avec ce pays qui nécessite et qui ensuite nécessite une agence pour pouvoir faciliter, pour pouvoir, etc., etc. Il y a derrière tout cela une vision géopolitique. L'Algérie, depuis 20 ans maintenant, a énormément perdu d'influence en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout court, alors qu'à un moment donné... Là, c'est le retour, en fait. Bon, donc c'est le retour. Alors on revient avec tous les éléments qu'on peut mettre en œuvre. Mais il ne faut pas croire que c'est la panacée. Hein. Regardez dans le commerce extérieur de notre pays, les statistiques, et vous allez voir les relations Algérie-Afrique. Combien elles pèsent? C'est tout. À partir de là, est-ce que ces instruments, je crois qu'il y a une banque en Mauritanie, une banque au Sénégal, effectivement, vont pouvoir booster les échanges? Peut-être, tant mieux. Mais moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir des comptoirs d'échange, de commerce. Oui. Il faut s'installer... Avant d'installer une banque. Enfin, avant ou pendant ou avec, peu importe. Mais c'est ça. C'est l'activité qui crée la banque, c'est pas l'inverse. Oui. Hein? C'est pas la banque qui va créer. Lorsque le volume d'affaires va pouvoir se développer, on peut envisager pas simplement une. À la limite, on peut en faire plusieurs. Effectivement. D'accord, merci beaucoup, M. Goumeli, d'avoir été parmi nous et de nous avoir éclairés.
C'est ainsi que prend fin ce numéro spécial dédié au système financier et bancaire en Algérie. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine.